Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, bienvenue dans cette vidéo d'analyse IMO. Aujourd'hui, on va voir le cas de Bastien qui a acheté un appartement en tant que résidence principale il y a 2 ans et qui se demande s'il devrait le mettre en location ou plutôt le revendre. Alors effectivement, c'est une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils ont commencé à acheter leur résidence principale et qu'à un moment, ils se rendent compte que cela a pu gréver leur capacité d'emprunt pour faire des investissements locatifs par la suite. Ou également une question que les gens se posent lorsque, par exemple, ils sont mutés ou alors ils doivent agrandir leur logement parce que, un heureux événement, leur famille s'agrandit, ils viennent d'avoir un enfant. Et donc, que faire de la résidence principale que l'on a eue en début de vie? Bien sûr, ce qui peut être tentant de faire, c'est de le mettre en location pour garder ce bien et puis continuer à capitaliser en remboursant l'emprunt sur ce bien. C'est exactement ce qui s'est passé pour Bastien. Il a acheté un T2 en Bretagne là, il y a 2 ans et il se demande si il vaudrait mieux le mettre en location ou le revendre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos d'analyse IMO ainsi que plein d'autres contenus que l'on diffuse régulièrement via vidéo sur les outils à utiliser, les techniques pour optimiser vos rendements, enfin tout ce qui vous permet de devenir un meilleur immopreneur, c'est-à-dire un investisseur qui considère son activité comme une petite entreprise. Mais passons au cas de Bastien. Alors concrètement, on va voir ce que fait Bastien, quel est son bien et voir un petit peu les différents chiffres sur cette résidence principale qu'il a achetée. Donc, Bastien est employé, il a pas partagé sa profession exacte avec moi, il est employé célibataire et il a un salaire de 1800 € par mois, ce qui lui fait un peu plus de 20 000 € par an, exactement 20 600 € par an. Le bien que cherche à louer ou revendre Bastien est le suivant. Il s'agit d'un T2 qui fait 41 mètres carrés. Donc c'est dans une ville qui a plus de 50 000 habitants en Bretagne. Il m'a pas donné où exactement, donc on va juste marquer Bretagne. Et qu'il a acheté à l'époque 85 000 € frais d'agence inclus. On va voir plus en détail ensuite comment se répartit justement ces frais d'agence. Donc c'est un T2 et il y a un garage avec. Ce qui est toujours intéressant parce que ce bien, il m'a dit que c'est en ville, dans une zone qui n'a pas forcément de parking gratuit, donc ça en fait un atout. Pour autant, ce bien est aussi localisé à côté des transports en commun, ce qui fait que pour une personne qui n'aurait pas de véhicule, le bien pourrait être loué assez facilement. Et puis, potentiellement, le garage pourrait être loué également à côté, indépendamment. Donc, au niveau des travaux, il pourrait le mettre en location comme ceci. C'est dans bon état, c'est sa résidence principale, il en a pris soin. Donc, il ne compte pas mettre d'argent dans les travaux. Et en mettant ce bien en location, Bastien pense qu'il pourrait en tirer un loyer de 550 € hors charge. Et d'appliquer sur ça un 80 € de charges qui correspondent également aux charges de copropriété qui sont assez élevées sur ce bien. Donc ce qu'il me dit, ce sont des charges de copropriété de 1517 € par an, ce qui fait un petit peu plus de 120 € par mois. La taxe foncière sur ce bien, elle est de 536 € par an également. Et l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance P&O, au prix de 82 € par an. Au niveau du financement, Bastien a fait l'acquisition de cet appartement avec un financement total. Donc, en comptant les frais de notaire, il en a eu pour 95 000 € à peu près de financement total. Donc, il a mis 0 € et il a obtenu un prêt sur 18 ans avec un taux à l'époque, en 2015, de
2,55% plus 0,2 d'assurance. Le moyen et le régime fiscal sous lequel Bastien souhaiterait mettre en location, ce serait de la location nue, puisque lui, il va embarquer tous ses meubles avec lui. Donc location en nu au régime du réel. Donc voilà, on a toutes ces informations de Bastien, et puis on va pouvoir faire une simulation avec le simulateur rendementlocatif.com. Vous pouvez cliquer directement dans les notes de cette vidéo, et puis ça vous amènera directement vers cet super outil qui permet vraiment de considérer tous les aspects, toutes les variables de l'investissement locatif pour avoir au final ce qui nous intéresse, le cash flow qui va être dégagé ou pas par un investissement. Donc nous voici sur rendement locatif, on a rentré les informations, alors on va les passer rapidement en revue. 85 000 le prix du bien, frais d'agent inclus, surface 41 m², le loyer mensuel estimé 550 € par mois avec 80 € de charges. La taxe foncière 536, les charges de copro 1517. Au niveau du régime, Bastien souhaite le mettre en nu, au réel. On rentre ici les revenus nets de Bastien à l'année. Donc il est célibataire, donc une seule part fiscale. Apport personnel 0. Ici les données sur l'emprunt 18 ans à taux de 2,55 plus une assurance de 0,2. Les frais de dossier et garantie crédit logement sont calculés automatiquement, donc on va laisser ça. Et là ici, dans les paramètres avancés, je clique, je reclique, eh bien on voit que les frais d'agence à l'achat sont de 13%. Alors pourquoi 13%? Je vais vous expliquer un petit peu. En fait, ce que Bastien m'a expliqué, c'est qu'il a fait l'acquisition de ce bien en deux morceaux en fait. D'un côté, l'appartement et de l'autre côté, le garage. Au niveau du prix net vendeur, donc NV, l'appartement en réalité, il l'a acheté 60 000 €. Donc ça, c'est ce que le vendeur de l'appartement a reçu. Et le garage était affiché à 15 000 €. Donc comme il a fait deux achats séparés, il y a eu deux frais d'agence. Et donc les frais d'agence ont été de 6 500 € pour l'appartement et de 3 000 € pour le garage. Effectivement, on voit que ici, sur l'appartement, les frais d'agence, c'est presque 10%, même plus de 10%, donc ce qui est très élevé. Et alors là, c'est encore pire au niveau du garage. 3 000 € de frais d'agence sur 15 000 € net vendeur, on est à 20%. 20% de frais d'agence sur une acquisition. Alors que normalement, les frais d'agence, ça tourne, allez, le minimum que l'on puisse trouver, c'est 4%, mais en moyenne, 6%. Et ici, on voit bien que au total, c'est 9 500 € de frais d'agence que Bastien a payé pour un investissement total de 75 000 €. Ce qui fait environ 13% de frais d'agence au total. Donc, un petit conseil ici, si vous faites l'acquisition d'un bien, essayez au maximum de regrouper sous un même achat tous les composantes du lot. Un appartement plus un garage, achetez les deux en même temps. Si c'est deux appartements, essayez au maximum d'acheter les deux appartements en même temps. Parce que ici, on parle des frais d'agence, mais les frais de notaire aussi vont être multipliés parce que plus on achète à un prix faible, et plus la proportion de ces frais vont augmenter. Ici, par exemple, pour l'appartement, les frais de notaire ont été de 5 200 €. Et pour le garage, les frais de notaire, toujours sur les 15 000 € d'achat, ont été de 2 200. Donc encore une fois, ici on voit que c'est des frais de notaire assez élevés, presque 10%, alors qu'en moyenne c'est plutôt autour de 7-8%. Donc retenez bien ça, lorsque vous faites une acquisition avec différentes composantes, avec différents lots, essayez d'acheter au maximum le tout ensemble. Ça réduira les frais d'achat, notamment les frais d'agence et les frais de notaire. Si Bastien avait acheté l'ensemble, donc ça fait une enveloppe globale de
75 000 euros, et ben en prenant un taux moyen de frais d'agence de 7%, bah, il n'aurait eu à payer que 5 500 euros de frais d'agence. Enfin, le vendeur aurait dû payer ça. Et ben, le notaire lui serait revenu à 6 900 euros. Donc, on voit que c'est quand même 5 500 par rapport à 9 500, 4 000 euros de moins, et 6 900 par rapport à, ici, 7 400, c'est 500 euros de moins. Donc, presque 5 000 euros auraient été économisables sur cette opération si Bastien avait fait un achat en lot. Donc, environ 5 000 euros économisés avec achat en lot. Voilà, donc vraiment gardez ça dans un coin de votre tête. Mais continuons avec les chiffres pour faire tourner la moulinette. Donc ici, on a tous les chiffres et on fait tourner la moulinette. Donc voilà, nous arrivons sur la page des résultats. Et première chose qui nous intéresse, eh bien, de voir la case cash flow. Ici, nous avons un cash flow négatif de moins 185 euros. Bon, pour aller direct au but, c'est vraiment pas terrible du tout, du tout. On va aller un petit peu plus loin dans les différents onglets sur la gauche pour voir le détail de ça. Donc, allons premièrement sur l'onglet investissement. On voit que le prix frais d'agence inclus, 85 000. On a expliqué qu'on aurait pu réduire cela nettement si le lot avait été acheté et puis si Bastien avait pu aussi négocier cela avec l'agent immobilier. Il aurait pu demander de combien sont les frais d'achat et puis il aurait pu discuter avec le vendeur pour essayer de réduire au maximum cela. Bref, on clôt sur ce sujet-là. C'est aujourd'hui l'investissement que Bastien a fait, donc on va prendre ces chiffres-là en compte. Donc les frais de notaire, on voit que ça a presque 10%. Et au niveau de la mensualité, bon alors 92 000 euros empruntés, ce qui fait sur 18 ans 549,38 euros, donc on va arrondir à 550 euros. On va aller maintenant sur l'onglet rendement. On n'y va pas souvent mais c'est pour vous montrer quelle est la rentabilité brute sur ce bien là. Donc je rappelle la rentabilité brute, on prend les loyers que l'on multiplie par 12, donc ici c'est 550 x 12 et on divise par le prix investissement total, donc il serait 94 495 000 euros. Et on se rend dans l'onglet rendement pour avoir ce calcul. Donc on a un rendement brut de 6,98. Un agent immobilier qui va essayer de vendre ce bien va dire on est à un rendement brut de 7%. Alors justement 7%, c'est souvent entendu comme étant un bon rendement, et surtout dans les grandes villes, où c'est vraiment un bon rendement, parfait pour investisseurs, 7%. Et pourtant, lorsqu'on se rend dans la case cash flow, eh bien on voit, comme on l'a vu, qu'on obtient un cash flow négatif de moins 185 euros. Alors ici, on a le détail. On voit bien que les loyers 550, l'emprunt 530. Donc c'est juste que les loyers arrivent à couvrir l'emprunt mensuel. Et là encore, on ne considère que l'emprunt sans l'assurance. En tout état de cause, par contre, on voit que on arrive largement au-dessus des 70% de loyer. 70% de 550, c'est quelque chose comme 370. Il faudrait que l'emprunt fasse moins de 370 euros. En tout cas, c'est les critères de la banque. Et ça, je le répète dans chaque vidéo. Prenez un emprunt qui ne dépasse pas 70% des loyers. Sinon, c'est pas une bonne affaire. Mais, outre ça, ici, ce qui est vraiment dommageable, c'est le cash flow négatif. Parce que, suite à l'emprunt, on rajoute les charges. En redescendant un petit peu, on voit que les différentes charges, ça va être notamment l'assurance emprunt, l'assurance PNO, et puis les charges fixes non récupérables. Donc, c'est le gap entre, on l'a dit, 120 euros de charges de copro par mois. Et sur ces 120, on récupère 80 en demandant au locataire de payer les charges, mais il reste, c'est 40, presque 50 euros de votre poche. Donc en cumulant tout ça, on arrive à un cash flow négatif de 185 euros par mois.
Donc ce qui est toujours intéressant aussi, c'est de voir sur la durée, parce que là c'est le cash flow en année 2 comme c'est marqué là, mais sur la durée, et bien malheureusement dans cette situation, et bien ça s'empire rapidement. On voit que 185 euros, finalement en année 10 on arrive à 205, en année 12 211, de cash flow négatif je parle, hein. Et en année 18, juste avant d'avoir fini de rembourser le prêt, on est à moins 249 euros par mois de cash flow négatif. Alors, avoir un investissement qui coûte 250 euros chaque mois, je vous pose la question, à quoi ça sert? Et effectivement, c'est comme ça que nous devons réfléchir en tant qu'immopreneurs. Nous devons investir dans des biens qui rapportent avec un cash flow positif et en aucun cas dans des cash flows négatifs. On va voir si on peut essayer de récupérer cette situation pour rendre cet investissement un petit peu plus optimisé. Donc ici, je le rappelle, on est parti dans la situation initiale telle que le Bastien nous l'a présenté avec un cash flow de moins 185 euros par mois. Alors une chose qui pourrait être intéressante à faire, ce serait de mettre en location meublée. Parce que on sait qu'on va peut-être pouvoir atteindre un loyer supérieur. Donc on va estimer dans ce cas-là que le loyer va pouvoir monter à 600 euros. J'ai demandé à Bastien, c'est faisable dans sa zone pour une location meublée. Néanmoins, avec la tranche marginale d'imposition dans laquelle est Bastien, avec son salaire qui n'est pas énorme, 14%, l'impact fiscal va être un peu limité. D'ailleurs, je voudrais juste vous montrer dans le cas initial, le cas 1, quel est l'impact des impôts. Donc en revenant sur la page, ici, on voit impôt sur le revenu. Ici, le salaire annuel de Bastien, le résultat foncier, et ici surtout les deux colonnes, la part de l'impôt dû au foncier et les prélèvements sociaux dus au foncier. Donc ici, on voit que 200 plus 100, on est à peu près à 300, mais ça c'est l'année 1, c'est une année exceptionnelle, il vaut mieux partir à partir de l'année 2, on voit que ça va lui coûter 900 euros par mois. Et c'est ça qu'on voit notamment dans la case du cash flow. La partie impôts et prélèvements sociaux qui représente 6,3 et 5,3, 10% des loyers générés. En revenant sur la case impôt sur le revenu, eh bien on voit que au fur et à mesure, ça s'accroît, plus les intérêts de l'emprunt diminuent et plus la fiscalité augmente. À la fin, au bout des 18 ans, on arrive à 700 euros plus presque 800, donc on est à 1500 euros d'impôts payés sur cet investissement dans le cas d'une location nue au réel. Voyons comment ça pourrait être optimisé en faisant du loueur meublé non professionnel, en proposant ce bien tout simplement meublé, prêt à l'emploi, prêt à la location pour un locataire. Ici, on repart dans les différents chiffres. On va augmenter le loyer, 600 euros. Et on va changer, donc les autres variables ne changent pas, on va changer la catégorie et on va se mettre au LMNP, au réel. Donc on va considérer que le prix du mobilier est de 0. Alors oui, effectivement, ça a un petit impact, mais pas tellement. Donc on va considérer le cas où le prix du mobilier est égal à 0. On fait tourner la moulinette. Et donc on arrive avec une situation améliorée, puisque ici, on voit un cash flow de moins 86 euros. Alors on est passé de 185 euros de cash flow négatif à 86 euros, mais de cash flow toujours négatif. Donc c'est déjà un beau pas en avant. En allant plus en détail dans la case cash flow, eh bien on voit que effectivement les deux quartiers impôts et prélèvements sociaux ont disparu. Donc ici, on a par contre des coûts qui sont rajoutés, notamment les coûts liés au statut de loueur meublé non professionnel. Donc on le dit à chaque fois, la contribution foncière des entreprises, l'affiliation à un centre de gestion agréé qui peut être imputé et faire baisser l'impôt global, et également le prix d'un comptable. Sur la durée, on voit que cela est aussi un peu mieux, avec au départ, donc comme il a dit, 85 euros de cash flow, ça diminue et ça s'empire surtout au niveau de l'année numéro 12. Ça c'est parce que certains amortissements disparaissent au bout de l'année 11-12. Et donc au pire on arrive à un cash flow négatif de moins 200 euros. Mais ce qui est toujours mieux que les moins 250 euros que l'on avait dans le cas précédent, dans le cas numéro 1.
Et enfin, on finit sur la case impôt sur le revenu pour voir l'impact que cela a sur la fiscalité ou aura sur la fiscalité de Bastien. Impôt sur le revenu. Ici, on voit que pendant les premières années, l'impact et la part de l'impôt dû au foncier est de 0. Tout simplement parce que le bien est amorti et que Bastien n'aura pas à payer d'impôt au moins jusqu'à la 11e année. Et après, on ajoute ici 250 plus 250, 500 euros, et à l'année 18, presque 1000 euros, mais c'est toujours moins que les 1500 euros que l'on a vu tout à l'heure. Donc, effectivement, passer au statut LMNP et faire du meublé, ça pourrait être intéressant. Juste en allant sur la partie rendement, on voit que, vu que le loyer a augmenté, le rendement brut a également augmenté. Il était passé de 6,98 à 7,62. Donc c'est un peu mieux, mais néanmoins, c'est toujours un investissement qui a un cash flow négatif. Donc pour résumer, en faisant du LMNP, on est passé à un cash flow de moins 85 euros, donc qui a été amélioré par 2. Hop, x2 au niveau du résultat. x2 ou alors ici diminué par 2 puisque c'est dans le négatif. Pour autant, ça reste un investissement qui n'est pas rentable, Bastien. Et moi, ma recommandation, ce serait vraiment d'essayer de voir combien tu pourrais revendre le bien. Alors, estimons que le marché n'a pas beaucoup évolué durant ces 2 ans, que ça n'a pas connu de hausse ni de baisse. Tu pourrais vendre le bien net vendeur 75 000. Alors, disons 85 000 affichés et tu négocies les frais d'agence cette fois-ci avec l'agence pour qu'ils ne te prennent que 5 000 euros et donc toi empocher net vendeur 80 000 et avec ces 80 000 euros essayer de faire un investissement plus rentable tel un immopreneur puisque maintenant tu sais que l'important c'est d'avoir des biens avec un cash flow positif. Alors après, si tu as quelque chose de plus sentimental avec ce bien là parce que tu as déjà fait des travaux, parce que tu l'apprécies vraiment, c'est le premier bien que tu as fait, pas de problème, tu peux le garder, mais sache que ce sera plus un choix émotionnel que vraiment rationnel économique. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette analyse, des points que vous souhaiteriez creuser plus en détail, ou alors tout simplement des remarques parce que j'ai fait une énorme erreur sur l'analyse, n'hésitez pas à mettre votre commentaire en dessous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, ici, cliquez sur le logo qui s'affiche pour recevoir d'autres analyses IMO, ainsi que d'autres vidéos sur le thème comment optimiser et améliorer votre petite entreprise d'investisseur immobilier. Je vous dis à très bientôt, ciao!